Encore une fois, encore désolé du retard. Hein. Non, non, c'est bien, c'est bien. OK. Alors, comme je disais, nous sommes à 50% de la formation. D'accord? On est à 50%. La première étape a été effectivement d'expliquer comment démarrer une organisation. On a vu plein de choses hein, durant cette formation déjà. Maintenant, on est dans la deuxième étape qui dit association, dit forcément quoi, selon vous? Qui dit association, dit quoi, selon vous? La parole est à qui veut la prendre. Hein? Allô, ici Oui, c'est oui, Ok, bon, oui, selon moi, oui. une association, c'est le rassemblement de plusieurs personnes dans un but ou bien pour un objectif bien précis. Très bien. Objectif. Alors, c'est grâce à quoi on va mettre les objectifs en place. Il y a un, pardon? Grâce à des idées. Très Idées, bien, merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. les idées. Et ces Oui, idées sont formulées comment? Comment bon, ces idées? on forme ces idées sur une vision donnée. Je vais faire ça. Vision. Oui, Mais il y a un mot que je cherche. Les idées sont organisées comment? Autour de quoi? C'est un mot masculin. Autour d'un. Moi, je dirais un besoin. Oui, idée, vision, besoin. D'un intérêt commun. Besoin, tout ce que vous dites là, je suis tenté de dire, etc. D'accord? Je suis tenté de dire ici, etc. On a un objectif, on a des idées, on a une vision, on a des besoins, on a des problèmes. Comment ça s'articule? Autour d'un. D'un intérêt commun. Autour d'un, ça commence par P. autour d'un plan. D'un projet. D'un projet, merci. Un projet. Autour d'un projet. Et donc, qui dit donc association, dit automatiquement projet. C'est les projets qui vont nous permettre d'atteindre la vision, les besoins, les objectifs. Les idées vont s'articuler autour d'une vision. Cette vision, c'est elle qui conduit l'association. Et ces idées sont articulées, bien entendu, autour d'un projet. Et le projet, c'est de ça que nous allons parler dans cette deuxième phase de la formation. Et la troisième phase de la formation nous dira comment aller maintenant trouver des partenaires pour les projets et le réseautage. Donc, dans cette deuxième phase, on va comprendre c'est quoi un projet, c'est quoi les phases d'un projet, et ensuite comment rédiger un projet. On va faire les bases. La rédaction d'un projet, c'est un cours de 6 heures que je détaille aussi, mais ce que je vais vous donner ici, c'est déjà largement suffisant pour vous essayer. À la fin de ce module, je vais donner des canevas de projet. Ceux qui veulent s'exercer à la chose, vous avez 1 mois pour vous exercer et renvoyer ça pour que j'apporte mon avis, mes conseils, etc. Donc, vous avez 1 mois, juste après la fin de la formation, pour dire, ah, j'ai suivi le canevas, voilà ce que ça donne. J'ai besoin d'une petite session pour que vous essayiez de nous corriger ça ou bien d'apporter votre avis d'expert dessus. Voilà, je serai disponible à le faire. Alors, parlons de projet. Qu'est-ce qu'un projet alors, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'un projet? La question est à vous, hein?
Qu'est-ce qu'un projet? C'est vous qui parlez. Un projet est une entreprise temporaire initiée dans le but de fournir un produit, un service ou un résultat unique. Très bien. Je n'ai pas écouté le début. La fin est extrêmement positive. Mais le début, je n'ai pas entendu. Je disais, un projet est une entreprise OK. temporaire initiée dans le but de fournir un produit, un résultat. Entreprise temporaire. OK. Avec comme objectif fournir un résultat. Un produit, un résultat. Un produit ou un résultat. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, oui. Moi, j'aimerais dire qu'un Mhm. projet, c'est l'ensemble des idées de ce qu'on pense faire ou bien de ce qu'on pense réaliser. Idée Hmm. qu'on veut Qu'on réaliser. pense réaliser. Oui, oui. Très bien. Alors ça, je vais changer de couleur. OK. Oui. Autre proposition? OK. Comme nous sommes dans le cadre d'association de ONG, Mhm. un projet, comme vous l'avez défini, moi, je prends un peu les cas que vous avez parlé d'hier, Mhm. depuis qu'on a commencé la formation aussi. Hein. Un projet, on peut dire c'est un ensemble de situations, Mhm. un ensemble d'objectifs, un ensemble d'idées Mhm. pour lesquelles l'homme se bat pour les atteindre ou bien pour les réaliser, pour donner vie à une situation, même pour impacter une situation. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, je ne sais pas quel est votre statut chacun, mais je suppose. Qui parmi vous est marié? Monsieur le professeur, nous sommes, moi, je suis jeune. Ah, on ne sait jamais. Les jeunes aujourd'hui, ils débattent les grands frères. Bref, quand je pose la question, oui, Ça va trop faire rire, quoi. voilà. Pourquoi je pose la question? Le premier projet d'un homme, généralement, c'est le mariage. Ou bien, on commence par dire, bon, maintenant, là, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va préparer garba, la pâte, le riz, quand je rentre du boulot. Ou bien, Oui, oui. donc nécessairement, quand on parle du mariage, ça naît forcément d'un besoin. Le besoin d'avoir quelqu'un à côté, peut-être. Le besoin, ben, disons-le très clairement, hein, on est des adultes, le besoin d'ordre sexuel, par exemple, ne pas envie de papillonner partout, le besoin, en tout cas, d'avoir une compagne dans la vie ou un compagnon dans la vie. Donc, le besoin, il est ici, hein, on l'a dit, hein, ou bien. Oui. Très bien. Maintenant, quel est le processus qu'on va enclencher? On va commencer par développer nos objectifs ou bien on a vu le besoin, on va commencer à développer les idées qui concourent à apporter une solution aux besoins, à répondre aux besoins. Ainsi, on va commencer par zioter, comme on dit, n'est-ce pas? On va regarder c'est qui est joli, c'est qui est vilaine, c'est qui est vilaine mais elle parle bien aux gens, poliment, ou bien c'est qui est belle mais vraiment, et la fille là, vraiment, c'est juste le maquillage. Il ne faut pas regarder longtemps. Ou bien, on commence par analyser. Après, on a trouvé peut-être dans le quartier à côté. Là, on va dire, bon, maintenant, la fille là, il faut peut-être trouver comment je vais aller lui parler. Et on commence par utiliser souvent, pour mon projet là. Est-ce que vous voyez?
Donc, même dans ce domaine, on parle de projet. Et comme on est entre hommes, on va transposer. C'est pratiquement le même processus dans un projet matrimonial. Pour que ça réussisse là, c'est pratiquement le même processus. Ça veut dire que même si on n'est pas un grand rédacteur de projet, si on a cherché femme une fois dans sa vie, ça veut dire qu'on peut rédiger projet entreprise ou projet associatif. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord identifier les cibles. Ouais. Moi, je ne cherche pas femme Joula. Moi, je ne cherche pas femme BT. Moi, je ne cherche pas femme 2. Donc, on a déjà les cibles. En association aussi, on va dire, nous, on veut travailler pour les enfants. Nous, on veut travailler pour les femmes. Même chose, on cible. Après, dans le domaine matrimonial, on va commencer par peut-être mettre 7 critères. On cherche femme diba, on cherche femme mince, on cherche femme curieuse, on cherche femme sincère. Voilà, ça, c'est les expressions abidjanaises ou bien. Femme claire. Voilà. Donc, on commence par mettre ces projets, les pions. Et puis, plus on évolue, ça commence à devenir clair. Et du coup, quand on a très bien mûri notre besoin, dans ma famille, tel type de fille ne rentre pas, elle va souffrir. Donc, on commence par mettre le truc en place. Après, on va commencer maintenant par chercher dans quel quartier on va aller. Dans le taxi, on regarde. Bon, comme dit mon père, on ne cherche pas femme à l'église. Donc, ou à la mosquée, ces histoires-là, c'est elles qui vont te créer des problèmes. Donc, mon père, il dit, on cherche femme au marché. C'est celle qui a noué pagne là, et puis elle cherche, elle fait. C'est ça, il faut regarder. Donc, tu vas commencer par mettre ces stratégies. Pour ceux qui sont chrétiens, on va dire, on cherche femme qui aime Dieu. Ceux qui sont musulmans, on cherche femme qui est musulmane comme moi, etc. Donc, le projet commence par prendre forme. Après, on a commencé, est-ce que je vais l'inviter dans un restaurant? Est-ce que je vais l'inviter? Est-ce que je vais prendre son numéro? Etc. Jusqu'au projet mariage. Est-ce que je vais aller à l'église? Est-ce que je vais faire fête? Ou bien on va juste, on finalise? Est-ce qu'on fait d'abord un enfant avant d'aller chez le maire? Bref, le projet évolue. Ramenons ça en ONG. Je vais chercher à savoir, est-ce que c'est un projet que je peux réaliser? Je vais commencer par observer quels sont les besoins dans ma communauté, quels sont les problèmes que mon association et nos compétences peuvent aider à apporter. Est-ce que les cibles vont déjà nous faire confiance? Oui, non. Comment on fait la cour aux cibles pour que les cibles nous fassent confiance, pour que ce soit nous qui apportons les solutions, etc., etc., etc. Donc, en conclusion, un projet, c'est, si vous voulez, un plan qui réunit plusieurs idées pour un objectif bien précis. Et dans un projet, on a des objectifs, on a des résultats à atteindre et on a des moyens à rechercher. C'est l'ensemble de ces éléments qui font le projet. Et en fonction de chacun de ces éléments, on peut savoir si ce projet est réalisable ou pas. De la même façon, quand on est dans le projet matrimonial, vous voyez, hein, on va commencer à réfléchir d'autres où les filles porte-nous-viennent là, il faut donner pirogue. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, en même temps, vu le coût que ça représente, on va peut-être fuir ce type d'engagement. Bon, c'est vrai, je parle des hommes, mais il y a les femmes. Les femmes peuvent dire, par exemple, moi, je suis issu de 3 pays. Hein. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Togo et je vis au Bénin aujourd'hui, qui est mon pays d'origine. Bon, dans tous ces pays-là, il y a les femmes qui disent, moi, garçon de telle ethnie, moi, je ne prends pas. Parce qu'ils ne s'occupent pas des femmes. Est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Idem pour le projet. Est-ce que je suis prêt à aller travailler dans telle zone? Etc., etc. J'ai voulu donner cet exemple banal pour vous permettre de comprendre que la rédaction de projet, c'est juste c'est juste théoriser un certain nombre de choses qu'on fait couramment dans la vie. Prenons un autre exemple moins ludique, le projet d'acheter une voiture, le projet d'acheter une maison,
c'est autant de situations où un projet est mis en œuvre. Maintenant, nous allons prendre les choses de façon académique, un à un, avec les définitions. Et à la fin, vous me direz, est-ce que vous êtes capable de rédiger un projet? La réponse, généralement, c'est oui. À défaut de rédiger, on peut au moins faire des observations de façon à ce que le projet soit viable. D'accord? Donc, je vais aller dans mon PowerPoint. Est-ce que jusque-là, il y a des questions qui s'expriment? C'est bon, c'est bon. C'est bon? D'accord. Ça, Oui, c'est c'est bon, véritablement un brainstorming empirique. Donc, nous sommes sur notre fameux module 4, introduction à la rédaction de projet. D'abord, le cycle de vie et le schéma de collecte des informations. D'abord, il faut dire que l'action associative évolue dans un environnement assez complexe. D'accord? Ce qui fait que dans cet environnement complexe, il faut maîtriser un certain nombre d'éléments, notamment les problèmes sociaux, la raréfaction des moyens d'action, qui sont généralement humains et financiers, l'instabilité des paramètres temporels, économiques et environnementaux. En fait, ici, le gros français qu'ils ont utilisé ou qu'on utilise ici, c'est juste pour dire que votre association que vous lancez en 2022 fait face à des paramètres qui seront différents en 2021 et encore différents en 2023. Et chaque évolution de la société est quelque chose qu'il faut percevoir, appréhender, parce que ça a un impact dans la gestion des projets, dans la rédaction des projets. Dans une entreprise, vous créez des produits que vous vendez. Dans une association, c'est les projets que vous vendez. C'est les idées de projets que vous vendez. Je reprends. Dans une entreprise, vous créez des produits, des services que vous vendez. Mais dans une association, vous créez des idées de projets, vous créez des projets que vous essayez de vendre aux partenaires. Vous vendez aux partenaires pour avoir de l'argent. Vous vendez aux cibles pour qu'elles adhèrent à votre idée. De telle sorte que quand vous allez aux partenaires, vous pouvez dire, bon, derrière nous, il y a 1000, il y a 2000 personnes qui croient que voilà la solution à nos problèmes. Ce qui signifie que pour pouvoir identifier un projet, généralement, il faut partir d'un bilan au niveau des cibles et aboutir aussi à un bilan au niveau des partenaires. Si je prends les cibles qui disent qu'ils ont besoin de WC et je ne m'assure pas que le partenaire est prêt à investir dans la construction de toilettes, j'aurai un projet, mais qui ne trouvera pas de partenaire financier. De la même façon, je trouve un partenaire qui est prêt à financer des toilettes. Mais mes cibles, eux, ce n'est pas les toilettes qu'ils veulent, ils veulent de moulins pour moudre le maïs. Vous comprenez que vous aurez les ressources pour faire les toilettes, mais les cibles ne sont pas là pour vous. Donc, c'est la complexité de ce monde associatif qui va orienter votre politique de rédaction de projet. Ainsi, que vous soyez une organisation souple ou une organisation complexe, l'important, c'est de pouvoir avoir une cohérence dans l'intervention. La notion de projet permet de répondre à une diversité de situations, notamment par un ensemble de démarches et d'approches qui va de l'action citoyenne à la contractualisation des droits et les obligations conventionnelles en partenaire et un recours au suivi et évaluation. Ça veut dire que quand je rédige un projet, c'est que je veux répondre
à tous ces différents éléments qui se trouvent dans cette définition. Donc, je répète, la notion de projet permet de répondre à une diversité de situations, notamment les démarches, les approches et pratiques entre partenaires, donc c'est les pratiques partenariales, l'orientation vers l'action citoyenne, la question des droits et les obligations conventionnelles en partenaire et le recours au suivi et évaluation. Il faut noter qu'un projet permet d'initier un changement qui s'inscrit dans une forme de durabilité en apportant un changement profond dans la société, notamment les problèmes d'ordre économique et les problèmes d'ordre social. Donc, un projet n'est pas seulement là pour apporter de la solution court terme, mais on veut aussi apporter de la solution comment? À long terme. Ça veut dire que si votre projet apporte des solutions à court terme, c'est bon. Mais c'est ce que les partenaires vont vous demander souvent. Quelle est la durabilité de votre projet? Et alors, il y a la durabilité et la réplicabilité. C'est-à-dire la capacité que le projet s'auto-perpétue, même à la fin de la phase de financement. C'est ce qu'on appelle la durabilité. Et la réplicabilité, c'est genre, le projet qui a marché à Abidjan doit pouvoir aussi être réutilisé et être répliqué à Vavois, à Mans ou ailleurs à Port-Boué 2, etc. C'est ça la réplicabilité. Du coup, on a une forme de continuité parce qu'on va agir en profondeur sur les problèmes des personnes au niveau économique et social. Alors, quelle est la définition d'un projet? Un projet est un ensemble d'activités programmées dans le temps et dans l'espace pour atteindre des buts et des résultats à partir de données déterminées et selon des étapes enchaînées et intimement liées. S'il vous plaît, notez ce qui est en vert là. C'est la définition, c'est l'une des définitions, comment on va dire, consacrées pour un projet. C'est un ensemble d'activités. Nous avons parlé d'idées tout à l'heure. Programmées. Ça veut dire que dans un projet, il y a un chronogramme. Je sais là où je commence, je sais là où je termine. J'ai des objectifs, notamment donc des buts, et je sais que si j'atteins ces objectifs, ça doit me donner des résultats. Un objectif va être à long terme, atteint à long terme. Les résultats vont être à court terme. Les objectifs sont immatériels, mais les résultats sont tangibles, sont chiffrables. Un objectif, c'est peut-être offrir de l'eau potable aux gens. C'est un objectif. Le résultat, c'est que toute la population de mon quartier appelé Yopougon 2, on a 2000 ménages qui reçoivent l'eau potable. Ça, c'est le résultat qu'on attend. L'objectif va être général, va être atteint en termes de sentiment. Voilà, on va évaluer. C'est du bavardage un peu. On va dire oui, l'objectif est atteint. Mais le résultat, c'est chiffré, c'est cartésien en fait, c'est précis. Un projet repose sur un ensemble d'activités qui vise un but défini progressivement dans la relation dialectique entre la prévision et la réalité. Ça veut dire que
Ici, nous avons dit que on a quelque chose de programmé dans le temps à partir de données déterminées. Ici, on voit l'idée de prévision et de réalité. C'est pour ça que quand vous allez évaluer vos projets, on va mettre ce qui est prévu, on va mettre ce qui est réalisé et on va mettre les écarts. Les écarts peuvent être positifs ou négatifs. Donc, un projet va permettre d'organiser un certain nombre d'activités dans le temps, de façon chiffrée. Et ensuite, on va voir, est-ce que dans le chronogramme où j'ai dit, dans 6 mois, je vais faire ci, est-ce que c'est fait au bout de 6 mois? C'est déjà là l'introduction au suivi, évaluation de projet. Du coup, pour mieux comprendre ce qu'est un projet, il est intéressant de parler du cycle de vie d'un projet. Quelles sont les différentes étapes dans un cycle de vie de projet? Ces étapes sont généralement liées. Lorsque vous faites un projet et que vous sautez une étape, généralement, l'étape suivante va vous rappeler que vous avez sauté une étape et vice-versa. C'est pour ça qu'il faut connaître le cycle de vie d'un projet. Et quand je connais le cycle de vie d'un projet, je suis plus à même de concevoir un projet et de le rédiger. Première chose, c'est qu'un projet est d'abord quoi? Une idée. Cette idée va prendre corps lorsque elle est validée, adoptée. Mais ce processus de validation, c'est ce que nous appelons la phase d'identification et de validation. Prenons l'exemple. Nous sommes dans un village que nous appellerons peut-être... alors, quel nom? Proposez-moi un nom de village. Pardon? Ton nom là, c'est compliqué. Très vieux. Très vieux. Bon, prenons Blocos. Prenons Blocos, tranquille. Au moins, il y a poisson là. Alors, on prend un village qu'on appelle Blocos. Je suis ONG La Gloire, je suis ONG Enfants Épanouis. J'ai une idée de projet, aider les enfants des pêcheurs à côté de la pêche, eh bien, d'apprendre un métier. Ou bien, je veux, si vous voulez, que ces enfants de pêcheurs apprennent la pêche professionnelle, par exemple. C'est bien. Mais ça, c'est l'idée. Mais il faut pouvoir aller chez les communautés pour s'assurer que ces communautés-là ont envie que leurs enfants, effectivement, aillent apprendre un métier ou aillent faire de la pêche, apprendre à faire de la pêche professionnelle. On va donc, dans ce processus, valider le projet identifié. Dans d'autres cas, il suffit juste d'aller dans la communauté appelée Blocos. On va réunir les hommes, on va réunir les femmes, on va réunir les enfants, bref, tout ce qui représente la communauté, les chefs traditionnels, voilà, on est dans une phase d'identification. On va présenter l'organisation, on va dire ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire pour l'organisation, ce qu'on est capable de faire pour la communauté. Et maintenant, on va dire, bon, les femmes, réunissez-vous à côté.
les hommes, réunissez-vous à côté et que chacun nous dise qu'est-ce que vous pensez que la gloire ou enfant épanoui ou jeunesse en développement, qu'est-ce qu'on peut vous apporter? C'est là où vous allez voir les femmes vont dire, ah, nous, on veut les pagnes, nous, on a besoin d'eau parce que vous savez, chaque fois, et pour trouver de l'eau, il faut faire 50 km. Après, même quand on est en menstru, c'est difficile d'avoir de l'eau. Et ça, c'est un sujet bizarre que j'ai découvert ici pour le Forum de l'eau, où le système des Nations Unies dit que près de 6 femmes sur 10 ont des difficultés à trouver de l'eau potable pour leurs toilettes durant les menstrues. C'est terrible, on ne peut pas imaginer. Bon, bref, ça, c'était une parenthèse. Mais là, les femmes vont vous dire, voilà, nous, on a besoin d'eau. L'autre va vous dire, bon, nous avons besoin de couches hygiéniques. L'autre va dire, non, nous avons besoin de moulins. L'autre va dire, non, ici, on fait beaucoup à checker. On a besoin peut-être de machines pour moudre, comment on appelle, le manioc, pour presser le manioc, pour faire ci. Bon, on est tel dit, bon, nous, on n'a plus de poissons, mais on a besoin peut-être que vous nous aidez à faire la pisciculture. L'autre va dire, bref, chacun va dire pour lui. Les hommes aussi vont dire, bon, nous, on était des pêcheurs, mais maintenant, il n'y a plus de poissons. Donc, si vous pouvez nous aider à avoir des taxis, à avoir des motos, on va commencer par conduire. Les jeunes vont dire, bon, nous, on a besoin d'un terrain de football. Là, vous avez identifié les besoins de votre cible. Donc, la phase d'identification. Maintenant, vous allez revenir au bureau. Vous allez revenir sur le terrain, vous quittez le terrain. Et maintenant, on va penser maintenant à la réflexion. Ah, OK, voilà tout ce que les femmes ont dit, ils ont besoin. Est-ce qu'on peut faire un projet dans lequel on peut avoir tout ça? On va dire non, on va faire plutôt un programme d'autonomisation des femmes de Blocos. Un coup, on va aller vers un projet qui va aider les gens à faire à checker. On va aider les gens à faire peut-être la pisciculture. Ah, on a demandé, les jeunes ont demandé si, ah, on va faire aussi un programme d'autonomisation de la jeunesse. Donc, une fois qu'on a fait la phase d'identification, on va revenir et on va structurer les informations qu'on a reçues du terrain, de façon à avoir des objectifs globaux, des objectifs spécifiques, sachant que les objectifs spécifiques doivent être quantifiables et réalisables. Donc, c'est l'ensemble de ces analyses que nous appelons la phase de planification. Et quelles sont les questions auxquelles on doit répondre durant la phase de planification? Il s'agit, quel est le problème auquel on veut apporter une solution? Les femmes aussi, les hommes aussi, les agriculteurs aussi, les enfants aussi. Quel est l'objectif du projet? Quelle est sa faisabilité? Quel est notre plan d'action? Alors, qui dit plan, c'est quels sont les moyens à mettre en œuvre? Quel est le chronogramme? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a l'expérience? Est-ce qu'il faut aller chercher des alliances stratégiques, etc. Quels sont les indicateurs de réussite de ce projet? Quels sont les indicateurs d'échec de ce projet? Etc., etc. Sachant que quelquefois, les indicateurs de réussite peuvent être, à des moments donnés, surévalués. Et les indicateurs d'échec peuvent être sous-évalués. C'est pour ça que vous allez voir certaines associations, après avoir réfléchi à leurs idées de projet, ils font venir des personnes complètement neutres. Attendez, quelqu'un qui allait faire des jours dans la brousse pour trouver des idées de projet, il pense que son idée est la meilleure. C'est ça qui va régler les problèmes des communautés. Mais il suffit que quelqu'un soit extérieur à ça pour que la personne se rende compte que, ah, Joe, il y a déjà telle structure qui avait déjà fait ça ici, hein, ça n'a pas marché. Je vais vous donner un exemple là-dessus. Avec mon organisation, on est allé faire une identification dans laquelle c'était une communauté de pêcheurs, pour ceux qui connaissent un peu le Bénin, c'était dans la zone de Bopa. Il y avait Bopa, il y avait... voilà, bon, c'est essentiellement Bopa. Il y a un deuxième village dont le nom, j'oublie. Donc, on est allé là faire identification. Ouf!
on veut que vous nous aidiez pour la pisciculture, pour faire l'élevage de porc, pour faire l'élevage de poulets, si on peut avoir des microcrédits. Bon, nous, dans notre projet, on a mis ça. Taf, ça a tagué le partenaire. On nous a donné de l'argent pour le projet. Et dans le projet, on avait jusqu'à 8 millions pour accompagner les communautés en microcrédit. Alors, premier groupe, ils ont dit, ils veulent faire poisson, non? D'accord? On les va former en pisciculture, l'alimentation, etc. Tout. Maintenant, quel type de poisson vous voulez élever? Bon, on veut faire le poisson-chat. Les silures, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un poisson noir là. Vous connaissez, non? Mes amis de la Côte d'Ivoire, vous connaissez le poisson-chat? Vous connaissez le poisson-chat? Émile, s'il te plaît, il faut couper ton micro. D'accord. Excusez-moi beaucoup. Dimitri, vous connaissez le poisson-chat? Le poisson-chat, c'est ce que j'ai cherché, le poisson-chat. Vous ne connaissez pas, hein? Non, je ne vois pas. Moi, je ne connais pas, C'est un poisson qui est noir et puis il fait beaucoup de salive. Et puis il a les moustaches comme le chat. Souvent, on n'a pas dans le marécage. Il a la tête plate. Voilà, il a la tête plate, effectivement, sans écailles. Comment vous appelez ça à Abidjan? Bon, moi, je ne connais pas vraiment le nom. Hein. Et puis, bon, c'est un poisson que je ne mange pas vraiment aussi. Voilà. Bon, donc, ils ont été formés pour produire ce poisson. On a placé, pour chaque communauté qui voulait produire, on a mis un microcrédit entre 600 et 800 000 pour accompagner l'installation de l'unité de production. Bon, sur 4 unités qui voulaient produire ce poisson, il y a une unité qui a désisté, que non, que eux là, ils ne veulent plus prendre l'argent. Pourquoi? Bon, nous, on a continué avec ceux qui voulaient prendre les ressources. Et très rapidement, bon, nous, on est basé à Cotonou, les gens vont nous appeler. Ah, monsieur, s'il vous plaît, les poissons sont morts. On vient de perdre 200 alevins. Bon, alevins, c'est des poissons qui ont à peu près 2 mois, comme ça, ce n'est pas encore prêt pour la vente. Bon, les 200 sont morts, on a enterré. Oh, comment vous pouvez enterrer poisson? Bon, ils nous ont expliqué des choses. Après, au bout de 3 mois, il y a encore une deuxième vague de décès. Là, c'est à peu près 200 poissons de 4 à 5 mois morts. Là encore, ils ont enterré. Ah! Maintenant, pourquoi ça meurt? On dit non que l'eau du lac qu'on utilise est salée. Donc, quand il y a des remontées d'eau de la mer, l'eau salée là tue ces poissons qui sont des poissons d'eau douce. Donc, ce n'est pas des morts par empoisonnement. Donc, le poisson peut être tout simplement préparé, lavé, mangé, etc. ou fumé. Ah, mais nous, on se disait, mais c'est quoi cette communauté qui enterre le poisson comme si on enterrait cabri? Je ne comprends pas. Mais les amis, tenez-vous bien, lors de l'évaluation, qu'est-ce qu'on découvre? Le poisson là est un poisson totem dans le village. C'est-à-dire que alors nous, quand on allait visiter les bacs de production, vous avez des gens, enfin, à l'entrée des bacs, ils avaient mis un dispositif de purification. Bon, pour ceux qui ont un peu fait le village là, on met des feuilles, il y a des feuilles spécifiques là qu'on met dans l'eau et tu te purifies spirituellement les mains avant d'aller toucher des trucs. Bon, je connais, mais ça doit exister en Côte d'Ivoire forcément parce que l'Afrique est partout. Et ils ont mis ces trucs. Donc, quand nous, on venait, ils nous demandaient de nous purifier. On faisait ça. Tu te purifies aussi les pieds avant de rentrer. Bon, moi, de toute façon, je suis croyant. Je me disais, c'est juste pour empêcher les microbes de rentrer vers les poissons. Mais c'est après, on découvre que non. La purification, c'est qu'en fait, ce poisson est jugé impur
dans leur communauté. Et quand tu allais les toucher, il faut te purifier en sortant. Du coup, quand il y avait des décès de poissons, eux, ils interprétaient ça comme effectivement la punition de leur Dieu, qui fait que vous avez introduit un poisson totem, et donc, vous avez des décès. C'est pour ça que quand ils prenaient, ils enterraient suivant un rituel qu'ils ne nous disaient pas. Et c'est vers la fin carrément du projet que le groupe qui avait refusé de prendre les 800 000 au départ nous explique en fait qu'ils ont refusé de prendre parce que effectivement quoi? Le poisson qu'il fallait ou l'espèce qu'il fallait élever est une espèce totem dans leur milieu. Pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer ça? Vous pouvez identifier des besoins. Mais quand dans la phase de planification, les indicateurs d'échec ou de réussite ne sont pas clairement exprimés, vous pouvez vous retrouver dans des échecs cuisants. Et ça a été pratiquement 4 millions de francs CFA qui sont partis en l'air parce que les gens ont pris l'argent, l'argent n'a pas pu produire des bénéfices et il fallait prendre 4 millions dans le projet pour payer les institutions de microfinance qui avaient positionné les sous aux gens. Donc, c'est pour ça, dans le cycle de vie du projet, j'insiste souvent dans mes formations pour que la partie identification, eh bien, on soit très pointueux. Je dis bien très pointueux, parce que lorsque le diagnostic est mal fait, c'est les ressources que vous gaspillez. C'est les ressources qu'on met inutilement à la disposition de populations pour lesquelles on n'aura pas alors le changement qu'on recherche. Parlant du cycle de vie de projet. En fait, ce que je voulais savoir quelque chose qui est vraiment important. Voilà, parce que là, c'est un point essentiel. Parce que les suis un peu perdus entre l'identification et la planification. Et tu as dit que le point clé, c'est l'identification. Si on a tout raté là-bas, c'est que la planification, en tout cas. Maintenant, dans ce point d'identification, dans cette phase d'identification-là, est-ce qu'on peut savoir réellement le taux d'échec? Parce que c'est sur ce taux d'échec-là qu'on peut prévoir ou bien analyser. Parce que souvent, quand on fait le cas des charges projet, généralement, ce qui fait qu'on tombe à l'eau, on ne mise pas trop sur le taux d'échec. On se base sur le taux de réussite. Voilà. Donc, ce que je veux savoir dans cette phase-là, est-ce que c'est visible ou bien c'est, comment on dit, est-ce que le tableau d'échec là, c'est à peu près 90, on doit miser sur le tableau d'échec. Parce que toute entreprise veut réussir. Je vais savoir. Voilà, je vais te répondre en deux phases. Première phase, pour détendre. Quand tu cherches femme là, tu tables aussi sur les facteurs d'échec. Ou bien? Oui, mais tu as confiance en toi, tu te dis non, ça. Voilà, mais tu regardes pourquoi les autres divorcent et tu vois qu'est-ce qui peut t'amener toi à divorcer. Et tu essayes d'organiser ton projet pour que ça n'arrive pas. Tu comprends? Okay. Très bien, ça c'est pour rigoler. Mais revenons ici. Dans la phase d'identification, si tant est que tu prends conscience que je dois véritablement chercher les facteurs de réussite, tu vois, les facteurs d'échec aussi, tu vas voir que dans les situations d'identification, les questions que vous allez poser vont être dans ce sens. Est-ce que vous voulez le maïs? Oui. Est-ce que vous voulez la machine d'Atchéké? Oui. Ah, ok, d'accord. Bon, dans le village ici, vous faites Atchéké depuis combien d'années? Non, c'est maintenant on veut commencer. Ah, toi, tu as déjà facteur d'échec. Quand les gens vont dire Atchéké là, et qu'il faut se lever tôt le matin, commencer par broyer manioc, est-ce que la dame là qui parle peut continuer? Donc, toi, en même temps, toi, tu analyses les facteurs d'échec. Mais celui qui n'a pas ça comme point de mire, lui, il voit facteur de réussite.
C'est-à-dire, oui, c'est une nouvelle activité, les dames vont s'y donner. Mais dès que tu as acquis cette expérience, quand la dame parle, là, toi, tu te dis, ouh, est-ce que vraiment, voilà. Donc, dans la phase d'identification, c'est pour ça qu'on n'envoie pas n'importe qui. On envoie des gens qui ont l'expérience de terrain pour voir au-delà des apparences. Maintenant, la phase de planification, c'est la phase pendant laquelle maintenant on analyse les données de la phase d'identification. C'est pour ça, si la phase d'identification même est légèrement biaisée, c'est la phase de planification qui peut vous dire si les informations que vous avez prises pendant l'identification de l'idée de projet, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je te suis très bien. Donc, la phase de planification, c'est elle qui va confirmer ce que vous avez apporté dans la phase d'identification ou infirmer ou poser des questions qui vont vous obliger à retourner en phase d'identification. Ah, écoute, tu dis que les femmes veulent qu'on achète machine à checker. C'est bon, d'accord. Maintenant, est-ce que c'est déjà, il y a combien de femmes qui font déjà à checker dans le milieu? Ah, on n'a pas eu le temps de demander. OK, il faut retourner aller vérifier ça pour s'assurer est-ce que ce sera véritablement une... Puisque si tout le monde déjà fait à checker et que dans chaque cours, on fait à checker, OK, qui va acheter chez qui? Bon, on va dire oui, mais OK, les gens vont vendre où? Ah, c'est la phase de planification peut-être qui vous pose cette question. Donc, ça vous oblige à retourner dans la phase d'identification. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que Oui. je vous ai satisfait? C'est bien, c'est super. D'accord, parfait. Bien compris. Voilà. Alors, durant ces différentes phases de planification, il y a un certain nombre de questions aussi qu'il faut se poser. C'est ce que vous avez ici au point 3. Là. Qui fait quoi? Pourquoi? Comment? Avec qui? Avec quoi? Où? Quand? Combien? Ces différents bouts de questions permettent en fait à l'association de bien cerner la réalisation du projet. Parce que je peux vous garantir, hein, et je l'ai vécu, vous mettez des choses dans le projet. Ça paraît très sexy pour le partenaire. Mais quand vous venez sur le terrain, moi, il m'est arrivé de demander après à mon chargé de projet, toi-même là, ce que tu as mis là, tu avais la tête où à mettre ça là. On va faire ça là comment? Or, quelquefois, c'est ça même que le partenaire a voulu. J'ai connu un autre projet, on dit femme, autonomisation des femmes. On dit, bon, les femmes vont planter, c'était 2 hectares de paludivier. Mais quand on est venu sur le terrain, les bonnes dames vous disent, hey, nous, là, on ne va pas rentrer dans le vase, planter des plantes qui, demain, c'est les gens du village voisin qui vont venir couper. Or, le partenaire, c'est ce côté qu'on a dit qu'on va reboiser, là. C'est ça qui l'intéressait. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû payer maintenant des gens pour aller reboiser parce que le partenaire, lui, veut savoir combien d'hectares vous avez reboisé. Donc, en posant bien ces questions, qui fait quoi, pourquoi, etc., ça permet à l'association de cerner la réalisation. Notez qu'il y a une phase après la planification. C'est la phase d'évaluation. Dans cette phase d'évaluation, on va voir est-ce que les objectifs préalablement fixés sont liés effectivement à ce que nous voulons faire. En fait, on parle de la pertinence, on parle de l'efficacité, on parle de l'efficience de l'intervention. Est-ce que ce qu'on veut faire là, c'est vraiment efficace? Efficacité, c'est l'efficacité, c'est quantité de choses faites sur temps mis pour le faire. On est efficace. L'efficience, c'est les ressources mises en œuvre pour quelle quantité d'activité. Donc, quand on dit efficience, c'est les ressources. On évalue le rapport qu'il y a entre les ressources et ce qu'on veut faire.
Quand on parle d'efficacité, on parle de ce qu'on veut faire et le temps qu'on met pour le faire. Donc, c'est cette phase d'évaluation qui permet de réfléchir à tout cela. Du coup, quel est le schéma du cycle de vie de projet? On part d'abord de l'identification. L'identification va aller à la planification. La planification va amener à l'exécution. L'exécution va amener à l'évaluation. L'évaluation peut entraîner une nouvelle planification ou l'évaluation peut permettre d'identifier un nouveau projet. Voilà le cycle de vie du projet. J'identifie mon idée de projet. Je rédige le projet, donc je planifie sa mise en œuvre. Quand la planification de la mise en œuvre est faite, à des moments, donc c'est l'exécution. On planifie, on exécute. Une fois qu'on exécute, là, après, qu'est-ce qu'on fait? On va évaluer à mi-parcours. L'évaluation à mi-parcours peut libérer des insuffisances qui vont nous amener alors, si vous voulez, à replanifier quelque chose. Ou on va dire non, on ne peut pas replanifier, mais attention, on identifie une nouvelle idée qui retourne en identification. Je donne un exemple. En 2020, mon organisation a identifié qu'il y a COVID et les gens d'une des zones d'intervention que nous appelons au Bénin le Mono et le Koufo, les gens ne croyaient pas en COVID. Donc, identification s'est dit, il faut aller sensibiliser COVID porte à porte. On a identifié l'idée, on l'a validée et on a commencé par chercher un partenaire qui pouvait accepter de nous accompagner. On a eu l'UNICEF. On a planifié l'activité, on a recruté plus de 300 jeunes qui sont allés de porte en porte pour parler de COVID. L'exécution du projet, voilà, on évolue, c'était 3 mois. Bon, évaluation mi-parcours au bout d'1 mois, on se rend compte que dans la zone, il y a les églises ou les religieux, si vous voulez, qui demandent qu'on vienne sensibiliser dans les églises COVID. Donc, c'est une évaluation de l'exécution. Donc, on est encore en plein dedans. Donc, on a replanifié, donc, excusez-moi. Donc, on a replanifié ici, si vous voulez, quelques séances dans les lieux de culte, ce qui n'était pas prévu avant. Mais en faisant aussi l'évaluation maintenant en fin de parcours, on va découvrir qu'il y a des communautés qui sont tout le temps inondées par les eaux, puisque dans le Mono, il y a le fleuve, et avec les changements climatiques, le fleuve, le Mono, se déborde. Et quand on se déborde, les communautés qu'on est allé sensibiliser pour parler de COVID, en temps de crue, ont des problèmes. Nous avons découvert des femmes qui font de l'huile de palme, mais dans des conditions vraiment de pénibilité. Donc, ces deux idées ont servi alors à la rédaction de 2 notes de projet. Une, l'autonomisation des femmes de cette communauté pour produire la chaîne de valeur huile de palme. Et un deuxième projet sur l'adaptation des habitats au changement climatique, qu'on est en train actuellement de chercher des partenaires pour financement. Donc, cet exemple que je viens de vous donner vous montre combien de fois l'évaluation peut servir à planifier de nouvelles idées dans le projet ou l'évaluation peut permettre à identifier de nouvelles idées qui sont des insuffisances, soit du présent projet, ou le projet nous permet alors d'aller vers les communautés et d'identifier de nouveaux besoins dont on n'avait pas conscience précédemment. Est-ce que l'explication du schéma, il est clair? Ah ouais.
Donc, moi, si on comprend bien, hein, Oui. si on comprend bien, c'est que l'évaluation, c'est vrai, la phase d'identification, c'est la phase de départ, mais l'évaluation, on peut dire que, en général, c'est la phase de départ et la phase d'arrivée aussi. Très bien. Dans cette phase d'identification, ici, Oui. il y a aussi une évaluation Voilà. qui doit Parfait. se faire par rapport à l'idée que vous avez amenée. Tout à fait. La différence entre l'identification, entre l'évaluation dans la phase d'identification et l'évaluation ici, c'est que ici, c'est dans le processus de validation de l'idée qu'on va évaluer. Tout à fait. Alors que dans l'évaluation ici, on est déjà dans la mise en œuvre du projet. On va évaluer pour voir quelles sont les insuffisances, quels sont les acquis. C'est ici, c'est dans l'évaluation qu'on pourra faire les réussites, les échecs. Une réussite peut susciter un nouveau projet. Un échec peut susciter aussi des leçons apprises. L'évaluation permet de faire de la capitalisation, telle que nous l'appelons. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Edmond, Émile, on peut Oui, continuer? oui, c'est bon pour moi. Ok, C'est bon, mais c'est bon, C'est bon. quelqu'un a les nouvelles de Jean-Louis? À l'instant, je l'ai eu, il dit qu'il venait juste de rentrer. Ok, d'accord. Il a été coincé au boulot. Ok. Et- Ok. Il est important de dire que chaque projet doit respecter le cycle de vie. Ce cycle de vie est à deux niveaux. Il y a le niveau prévisionnel ou conceptuel. C'est là où on analyse les besoins, on planifie, on élabore les documents de projet. Et il y a le niveau 2 qui se situe après l'approbation du projet, son financement et sa réalisation. Donc, de façon générale, ce cycle de vie, il y a la façon, voilà, je veux faire, j'ai vérifié, j'ai analysé, c'est bon. Je rédige mon document de projet. Le document de projet, il y a une façon de le rédiger, on va en parler. Et dans cette façon de le rédiger, ça dépend de chaque partenaire. Un projet que tu veux envoyer à la Banque mondiale ne se rédige pas de la même façon d'un projet que tu veux envoyer à Didier Drogba Fondation ou Fondation de la Première Dame. C'est des canevas complètement différents, etc. Alors, on va rapidement faire un rapide aperçu. Hein. Quand on dit identification, comment ça se fait? C'est ressorti dans mes échanges. Hein. On va partir sensibiliser les populations autour de nos actions. On va collecter des informations sur les problèmes et sur les causes. On va traiter ces données qui vont nous permettre de formuler des idées. On va discuter des solutions possibles avec les cibles et on va proposer des solutions réalisables. Et ces solutions réalisables, on va essayer on va les valider avec eux. Voilà pour la phase d'identification. C'est très important. Je vais sensibiliser, donc je parle de ce que je suis capable de faire, de ce qu'on veut faire peut-être, ou de ce qu'on peut éventuellement faire à partir de nos objectifs. On va collecter des données, donc faire des sondages, ça dépend des méthodes et des compétences de ceux qui y vont. Peut-être c'est des fiches qu'il faut remplir, c'est peut-être des brainstorming qu'il faut faire avec les communautés, etc., etc. Bref, on va collecter des informations sur les causes et leurs problèmes, sur les problèmes plutôt et leurs causes. Ensuite, on va analyser ces données, formuler des idées. Alors, si jamais vous avez l'habitude de travailler avec les organisations de la société civile, vous allez vous rendre compte que c'est des choses que font beaucoup les organisations internationales, GIZ, etc. Ils vous réunissent pour des ateliers de 3-4 jours. Et dans ces ateliers, premier jour, ils vous présentent les idées, les projets. Après, vous allez en groupe de travail. Quels sont les problèmes? Vous répertoriez les problèmes. Vous venez vous présenter en plénière. Après, ils vous demandent, bon,
Quelles sont les idées que vous pensez qui peuvent régler les problèmes identifiés? Une fois ces problèmes identifiés, on va vous dire de les prioriser, de les catégoriser, il y a catégoriser et puis de les hiérarchiser, du plus urgent au moins urgent, du plus grave au moins grave, etc., etc. Après, on va genrer, c'est-à-dire mettre le volet genre. Qu'est-ce que les femmes mettent en priorité? Qu'est-ce que les hommes mettent en priorité? Etc., etc. Après, quelles sont les solutions? Bref, au bout de 3 jours, l'institution part déjà avec un document de projet. Parce que c'est ça que vous voulez. C'est l'ensemble de ces informations qu'il faudra formuler en document de projet. Dans la phase de planification, on va établir clairement les objectifs du projet. On va proposer des activités précises qui permettent d'atteindre les objectifs. On va discuter de la faisabilité, si vous voulez, technique et financière de ces projets. On va discuter des moyens disponibles et peut-être des partenaires qu'on peut mobiliser. Tout ça, c'est là, on va en parler. Est-ce que les bénéficiaires doivent contribuer quelque chose? Sous quelle forme? On va en parler. Comment on fait le suivi de ce projet? Quelle est la durabilité du projet après financement? Donc, c'est dans la phase de planification qu'on va parler de tout ça. Dans la phase d'exécution, on dit exécution. Donc, voilà les éléments. Hein. On va contacter les parties prenantes, on va établir un plan opérationnel, le calendrier ou le chronogramme d'exécution, le suivi et le contrôle. Et on va faire l'atelier de lancement dans lequel on invite tout le monde, ministres, députés, en fonction de la taille des projets. Voilà, on va impliquer tout le beau monde dans la phase d'exécution. L'évaluation. Eh bien, on va revenir sur les objectifs qui sont fixés. On va voir les activités prévues. On fait un travail de... Dans l'évaluation, c'est généralement un travail de comparaison entre ce qui est prévu et ce qui est en train d'être réalisé. Et on va faire des croisements. On va aussi parler du niveau d'atteinte. C'est là où vous voyez, on est à un taux d'exécution de 10%, de 15%, de 60%. Voilà. Et on fait des ajustements en fonction des recommandations qui sont reçues. On va identifier éventuellement les causes des problèmes à tous les niveaux et proposer des solutions et comment les surmonter. Donc ça, c'est la phase d'évaluation. Alors, comment on évalue les problèmes? C'est ce qu'on appelle l'élaboration de l'arbre à problème. L'arbre à problème consiste à identifier les aspects négatifs d'une situation existante et à établir des relations de cause à effet. Quand nous faisons l'arbre à problème, l'avantage, c'est que on voit toujours, c'est-à-dire une identification qui utilise l'arbre à problème en respectant toutes les règles de l'art, tous les problèmes partent d'une cause et on voit clairement les effets. Et donc, quand vous voyez les effets, vous pouvez proposer des solutions à la fois à la base, donc le haut de l'iceberg, mais aussi le fond de l'iceberg. Cette démarche de l'arbre à problème est identifiée par 3 étapes. D'abord, on définit avec précision le cadre ou le contexte dans lequel on veut faire cette analyse. On identifie les problèmes majeurs rencontrés par les groupes cibles et les bénéficiaires, quel que soit le problème. Par exemple, dans un arbre à problème que j'ai déjà lu une fois, on dit autonomisation des femmes, il faut installer le moulin.
Bon, dans là-bas, problème, on a vu que malgré qu'on a mis le moulin, les bonnes dames du milieu ne vont pas utiliser le moulin, continuent d'utiliser le pilon. Pourquoi? Ils vont vous dire, bon, vraiment, quand on utilise le pilon, et nos hommes le soir voient qu'on est fatigué et puis ils nous laissent tranquilles. Mais quand on utilise votre moulin là, dès qu'on est là, on veut causer un peu avec eux, rapidement, ils veulent leur affaire là, et puis nous, ça commence à nous fatiguer. Donc, on préfère continuer notre pilon tranquille, et puis le soir, nous, on dort. Voilà l'idée de quels que soient les problèmes. Ce n'est pas que c'est un sujet tabou. Non, si c'est ça le problème, il faut sortir ça. Et on réfléchit aux solutions. Ensuite, quand on fait ce travail, il y a là-bas problème qui sort, ou la hiérarchisation des problèmes sort. C'est un tableau que je vais vous montrer tout à l'heure et qui permet d'établir les relations de cause à effet. Voilà là-bas problème. On part d'abord des causes en violet. Chacune des causes entraîne un certain nombre de choses vers les effets. Très bien. Prenons un effet. Je donne un exemple de ce que vous avez dit pour votre association La Gloire. Les enfants ont été déscolarisés et disons n'importe quoi, on a beaucoup de microbes, comme vous les appelez en Côte d'Ivoire. Très bien, ça c'est l'effet. Mais quelle est la cause de l'effet? Bon, peut-être en vert là, on va dire c'est la crise de 2002. Le point 2, c'est la crise post-électorale. Et 3, c'est la démission même des parents. Est-ce que vous voyez? L'éducation. Voilà, la démission des parents, l'éducation. Ça peut être les causes de l'effet beaucoup d'enfants microbes dans les rues. Maintenant, la crise ou même des enfants qui refusent de travailler aussi. Hein. Très bien. Très bien. Donc, on a cette première cause-là en vert qui va sortir de ça. Maintenant, on va prendre maintenant la crise de 2002. Quelles sont les causes en lien avec notre problème? Ah, oui, il y avait les rebelles qui sont venus, ils ont pris les maisons. Donc, les enfants se sont retrouvés à la rue. C'est peut-être ici. Et puis, les écoles ont fermé. Ici, c'est la démission des parents. Pourquoi les parents ont été démissionnés? Ah, beaucoup étaient réfugiés dans d'autres villes. Et puis, peut-être à côté, bon, les parents n'ont plus de moyens, faute de travail. Et puis, chacun de ces points, on va trouver leur cause. Et vous allez voir qu'à chaque niveau de hiérarchisation des causes de l'autre effet précédent, on pourra donc proposer des actions bien précises. Quand dans un projet, là-bas, problème est bien réalisé, il est extrêmement difficile de se tromper sur les causes, mais aussi sur les effets. Or, un projet se situe ici. Il propose des actions qui permettent d'enrayer les causes afin d'impacter les effets. Je me répète. Un projet se situe ici. Son objectif, c'est d'impacter les causes afin de réduire les effets. Donc, ça veut dire que si on fait ce bon travail, le projet derrière va... Parce que quand vous allez dire, par exemple, pour la gloire, les microbes ici, peut-être dans ce travail, on va trouver que c'est les parents même qui ont démissionné. Donc, à partir de ce moment, dans ce même projet, on va décider peut-être de faire de la sensibilisation en langue locale sur les radios pour remettre les parents dans leurs droits. On va faire peut-être du plaidoyer pour qu'on prenne une loi qui dit si vous ne forcez pas votre enfant à finir les études au moins jusqu'au CM2, vous êtes passible d'une pénalité ou bien on va réduire les allocations familiales.
Voilà. Puisque votre arbre a problème, a montré que quelque part, il y a la démission des parents. Peut-être on va passer par les chefs religieux, les chefs traditionnels pour encourager les parents à rejouer leur rôle. Voilà, c'est là-bas problème qui va le déterminer. Après, fermeture des écoles, crise post-électorale, etc. OK. Et on va peut-être faire une démarche auprès des autorités pour que dans telle localité, on remette les écoles, on remette tôles, là où les rebelles ont cassé les tôles, on fait ci. Et 20 ans après, c'est toujours comme ça. Parce que oui, d'après ce que j'ai appris, il y a des endroits en Côte d'Ivoire où les stigmates de la guerre et tout ce qu'on a dit sont toujours présents, malgré tout ce qu'on peut voir à Abidjan comme chose positive, à l'intérieur, les choses sont toujours là, latentes, regardant. Donc, voilà l'objectif de l'arbre à problème. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions sur l'arbre à problème? Non, c'est tellement clair. En tout cas, moi, le schéma est bien clair. Très bien. Edmond? Oui, c'est net, c'est clair. Très bien. Émile? Émile, ton micro est coupé. Est-ce que c'est bon? Ça va chez toi? Bon, il n'est pas là. On va évoluer. Très bien. Ici, maintenant, voilà un autre tableau très intéressant qui part d'une cause vers un effet. C'est un modèle. Par exemple, premier élément, on dit la cause, enfin, l'effet, le problème qu'on veut régler, c'est lui qu'on trouve en haut ici. C'est la faible intégration régionale. Qu'est-ce qui entraîne la faible intégration régionale? Regardez tout ce qui est analysé ici, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour trouver des persistantes des tracasseries administratives et routières à la frontière Sémécraké. Alors, pour ceux qui ne sont pas du Bénin, Sémécraké, c'est la frontière entre le Bénin et le Nigeria. C'est comme Elubo Noé en Côte d'Ivoire, entre le Ghana, c'est Aflaou entre le Togo et le Ghana, c'est Ilakodji, Sanvikodji entre le Bénin et le Togo, et c'est la frontière, donc c'est le corridor. Parce que vous savez, en Afrique de l'Ouest, en réalité, tu peux quitter Lagos jusqu'à Abidjan. C'est ça qu'on appelle le corridor qui passe par tous ces pays-là. Donc, les tracas... Si je comprends bien, oui. Dans les effets là, l'exemple est bien, hein? Ça rentre aussi dans la petite frontière. Si je comprends bien, les frontières sont des freins. Sont des freins au développement africain. Ah, oui, bien sûr, ça, oui, c'est clair. Okay. C'est clair, c'est clair. Pourquoi le Ghana et la Côte d'Ivoire sont séparés? Ça n'a aucun sens. Même le Burkina et la Côte d'Ivoire. Voilà, ça n'a aucun sens. Tu prends le Togo, le Bénin, c'est deux pays, c'est les mêmes cultures. Je suis ici au Sénégal, tu n'as pas de raison. D'ailleurs, ils étaient même ensemble. Le Sénégal, le Mali, c'est deux mêmes peuples. C'est les mêmes noms, c'est les mêmes repas. Ça n'a pas de sens que le Mali et le Sénégal soient séparés. Tu prends la Casamance avec la Guinée-Bissau, il n'y a aucun sens que la Casamance, la Guinée-Bissau, ils soient séparés. C'est les mêmes peuples, c'est les mêmes coutumes, ils ont les mêmes dieux traditionnels, c'est ça. C'est les bêtises de nos amis là, c'est tout. Voilà. Et ils ont très bien compris, hein, en nous balkanisant comme ça. Imaginez Côte d'Ivoire, Ghana, ensemble. On a 3-4 aéroports, on a 2-3 ports en eau profonde. Regardez la puissance économique. C'est ça. On met Togo-Bénin. Voilà, on met Togo-Bénin ensemble. C'est 2 ports, c'est 2 aéroports, c'est une puissance économique. Regardez le Nigeria. Le Nigeria, c'est combien de pays africains? Dans le Nigeria, tu as trouvé Rwanda, Burundi, tout ça, peut-être même d'autres pays ensemble. Congo là-bas, ça sort vers Congo là-bas. C'est ça. Mais Nigeria, Cameroun, ça n'a aucun sens. Il y a une partie du Cameroun, c'est Nigeria. Tout à fait. Voilà. Donc, en fait,
comment on appelle, la conférence de Bandung qui a balkanisé l'Afrique, là, c'est la base de notre sous-développement et ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est ça, malheureusement. Donc, pour revenir à notre schéma ici, la faible intégration régionale, on va de cause en effet, de cause en effet, de l'effet en cause, de cause en effet, de l'effet en cause. Et finalement, la principale cause, c'est l'insuffisance de volonté politique. C'est pour ça qu'on a une faible intégration régionale. Pourquoi? Parce que oui, c'est les politiques qui sont en complicité avec la hiérarchie. Il y a une faible allocation des ressources. La faible allocation des ressources entraîne un non-respect de la déontologie et de l'éthique. Oui, mais si le policier qui est à la frontière de Noé et Lubo a un salaire de 37 800, qui est fou, il va bloquer le petit gars qui passe, il va te prendre 1000 francs. S'il arrive à prendre ne serait-ce que 1000 francs par jour chez quelqu'un, ça lui fait 30 000. 30 000, ça augmente son salaire. Mais est-ce que ce ne sont pas les avantages même de ce service de douanier-là? Oui, parce que voilà, moi, souvent, je fais ce débat-là avec des amis ici dont les papas sont capitaines, lieutenants de la douane. Et si tu vois son papa, il a un gros ventre, il dit que son papa, mais souvent, son père est payé à 40 000 francs CFA, mais à la fin du mois, il est millionnaire. Oui, c'est clair. C'est clair. Je me dis, mais pourquoi ne pas supprimer vraiment ce poste-là et puis ne pas seulement que garder un DG de la douane qui gère les portes et tout. Bon, vous avez quelqu'un, par exemple, au Bénin, comme le chef de l'État béninois, qui aujourd'hui a mis en place plein de procédures pour décourager les douaniers, les gars des impôts. Bon, il est décrié. Si quelqu'un à l'extérieur, quand il entend Bénin, le gars, il est venu, il a chassé la démocratie, c'est un dictateur. Bon, on entend plein de choses. Mais pourquoi? Parce que il fait ses efforts pour réduire. Il travaille, il a mis des réformes en place. Voilà. C'est super. Moi, mais je l'encourage. Il a mis en place des trucs pour décourager certaines choses. Bon. Ceux qui avaient 5 voitures, des V6, des V8, et qui avaient un salaire 140 000, 150 000, un pays normal dans lequel on a pris des arrêtés pour mettre en place des taxes. Et ces taxes-là, on sait que ça s'est réparti simplement entre le personnel. C'est lui qui est venu, il a découvert des trucs comme ça. Où on te fait de reçus, mais le reçu là est produit interne. Les sous-là ne vont pas dans les caisses de l'État. Ça sert à faire des primes pour les DG, les chefs de service qui doivent retourner qui doivent partir les week-ends comment dirais-je? Dans le village. En village, oui, pour faire politique. Et c'est avec cet argent-là, on distribue à tout le monde. Lui, il est venu dire non, fermez-moi tout ça. Soit ça va dans les caisses de l'État ou tout ça. Bon, il est en train de faire des routes, il est en train de faire des choses parce qu'il a optimisé effectivement la fiscalité. Bon, malheureusement pour lui, on est dans un contexte de cherté de la vie. Il y a eu Covid, il y a eu plein de choses. Et donc aujourd'hui, la façon dont il pressurise là, c'est en train de créer une inflation qui ne dit pas son nom. Et là, il est obligé de desserrer un peu les taux, mais il fait ce qu'il peut. Donc, tous ceux qui, par exemple, quelqu'un dont le papa gagnait 140 000, mais son fils, lui, il fréquentait l'école française, 2,5 millions par an. Et il y avait un chauffeur qui l'amenait à l'école. Il pouvait aller manger au restaurant le week-end. Il y a un chef d'État qui vient, on dit, bon, prime là, ça a disparu, ça là, ça a disparu. Et puis lui-même commence à vendre les voitures, commence à vendre les terrains. Et puis à la rentrée, il te dit, ah mon petit, tu ne peux plus aller à l'école française, tu vas aller à l'école béninoise. Vous voulez que ceux-là soient quoi? Ils soutiennent le chef de l'État? Jamais, ce n'est pas possible. Donc voilà un peu les réalités. Bon, ça, on revient dans notre formation pour dire que les insuffisances, les causes nous ont permis, l'analyse correcte des causes ont permis d'avoir une bonne lecture sur les effets. Donc, comme je disais, quand on dit insuffisance de volonté politique, on va trouver la complexité de la hiérarchie. Dans la complexité de la hiérarchie, quels sont les effets? Ça entraîne l'impunité des PDG et des autres agents et le non-respect de la déontologie qui vient aussi
d'une faible allocation de ressources. Donc, vous voyez que ici, là, on a déjà trouvé ici une circonstance atténuante. Donc, dans le discours que vous allez tenir aux gens quand vous irez sur le terrain, vous ne pouvez plus tenir forcément un langage accusateur. Mais il faut déjà voir que oui, quelque part, c'est parce que les gens vivent difficilement que, comme effet corollaire, ils ont créé peut-être des systèmes de corruption. Donc, vous ne pouvez pas dénoncer la corruption sans tenir compte du fait que les gens ont un problème de qualité de vie. Donc, ça vous pousse à orienter votre intervention d'une certaine façon. Ensuite, quelle est la cause de l'impunité et le non-respect de la déontologie? C'est la non-application des textes par les PDG et les autres agents sanitaires et phytosanitaires. Parce que c'était une analyse sanitaire, par exemple. OK. Bon, qu'est-ce qui crée? Quels sont les effets de la non-application? Bon, c'est la persistance des tracasseries administratives. Ça entraîne ça parce que tout le monde veut manger. Tu n'as pas carnet de vaccination, il faut payer, il faut faire ci. Ça, il faut payer, il faut faire ci. Quel est l'effet des tracasseries persistantes qui est défini ici comme un problème central? C'est les délais des transactions allongés qui entraînent la perte de la crédibilité des opérateurs, qui entraînent la baisse de la qualité des produits parce que, bon, les délais sont arrangés, la perte des revenus des opérateurs, l'affaiblissement des relations clientèle d'affaires. Ça entraîne le désintéressement de l'activité par les professionnels, qui entraîne la baisse de la performance du commerce international, qui entraîne donc la faible intégration régionale. Donc, quand vous voyez l'analyse des causes vers les effets, vous voyez, on part simplement d'une simple complicité de la hiérarchie pour aboutir ici, par exemple, à un désintéressement de l'activité professionnelle. Et quand vous regardez bien le désintéressement de l'activité professionnelle, quelqu'un qui vend du riz, qui est découragé, je ne veux plus vendre, imaginez les conséquences sur la société, juste parce qu'il y a une complicité entre de la hiérarchie. Donc, vous voyez, ça crée ces liens-là. Donc, ça, c'est un exemple palpable pour permettre de comprendre le schéma qu'on doit avoir en tête quand on réfléchit à un projet. Quand on parle d'analyse des résultats, ici, il faut pouvoir décrire rapidement la situation future qui prévaudra lorsque les problèmes auront été résolus avec la participation des parties représentatives. Vérifier la hiérarchie des objectifs et visualiser les relations moyens financiers dans un diagramme. Donc ici, la capacité à analyser chaque étape, à lui coller des objectifs spécifiques ou des objectifs globaux, eh bien, feront la qualité du projet. Les résultats dont il est question ici, c'est le résultat de tout ce qu'on va dégager de l'analyse ou des discussions autour de l'ABA problème. Dans l'ABA problème, on peut retrouver des états négatifs qui doivent être convertis en solutions. Et il faut se battre pour les exprimer sous forme positive. Par exemple, lorsqu'on dit la production agricole est faible, il faut dire plutôt la production agricole est améliorée. Donc, ça veut dire que il faut avoir des tournures dans votre projet. Il faut exprimer les problèmes en tournure positive. Et quand vous exprimez les problèmes en tournure positive, automatiquement, vous voyez les actions à mener. De toute façon, dans un projet, c'est l'état d'esprit positif qui va permettre de dégager les idées de projet. Les idées d'activité plutôt. Voilà. Alors, le diagramme dont on a parlé, donc là-bas, problème, c'est un diagramme. L'avantage ou la qualité de cela, d'un diagramme, c'est lorsqu'il permet de faire de l'analyse dans le cadre du projet envisagé, mais aussi peut être traité dans le cadre d'autres projets. C'est ça l'avantage de l'ABA problème. C'est-à-dire que quand on le fait, on trouve tellement de choses, comme vous avez vu ici, hein, dans ce travail-là. Imaginez ici,
on a parlé de sensibilisation quelque part. Ici, on a parlé de loi quelque part. Donc, plusieurs micro-projets peuvent naître. C'est là où on parle alors de programme. Quelqu'un m'avait posé la question, quelle est la différence entre un chargé de programme et un chargé de projet? Donc, du coup, ce travail va nécessiter peut-être de faire un programme à l'intérieur duquel il y a plusieurs petits projets qui visent tous à atteindre un idéal ou un même objectif. Alors, ici, nous allons rapidement parler de comment il faut hiérarchiser les choses. Donc, du coup, plus on met une certaine hiérarchie dans les choses, plus on a un projet qui est quand même assez viable à partir de la carte des résultats. La partie en rouge ici, je l'aime bien quand on dit que dans la hiérarchisation des résultats, les différentes familles de résultats de même nature sont appelées des stratégies. Il faut choisir le ou les stratégies d'intervention future. La stratégie la plus pertinente et faisable est sélectionnée sur la base d'un certain nombre de critères. Parmi ces critères, on trouve par exemple les priorités des parties prenantes, hommes-femmes, la probabilité de réussite, le budget disponible, la pertinence de la stratégie, le délai exigé, la contribution à la réduction des inégalités, y compris liées genre, sachant que le genre, ce n'est pas que les femmes. Dans le genre, c'est les personnes disability, comme ils disent en anglais. C'est les personnes défavorisées. Donc, le genre, c'est les handicapés moteurs, c'est les personnes âgées, c'est les femmes, naturellement, mais c'est aussi les enfants, les jeunes adolescents. Tout ça, c'est la stratégie de genre. Donc, on va mettre en place un certain nombre de stratégies qui c'est l'ensemble des éléments, les résultats qui vont vers un secteur bien donné qu'on appelle donc une stratégie d'intervention. Alors, quelle est la stratégie ou c'est ce qu'on appelle ici la logique interne de la chaîne des retombées dans un plan de développement ou dans un projet? Par exemple, nous avons des intrants, nous avons des activités, nous avons des extrants, nous avons des effets, nous avons des impacts. Pour une association, ce dont il a besoin, c'est la fin de la chaîne. Je veux impacter. Mais je veux impacter quel effet? Ces effets-là doivent être soumis à quelle organisation? C'est ce qu'on appelle les extrants, ceux qui viennent de l'extérieur. Les intrants viennent de l'intérieur de l'association, mais les extrants, c'est ce qui vient de l'extérieur de l'association. C'est peut-être les financements, c'est peut-être quand on se met dans la phase financement, mais les extrants aussi peuvent être ce que les gens apportent, la façon dont ils embrassent, la façon dont ils accueillent ce que nous apportons peut être qualifié d'extra. Donc, dans ce tableau qui sera partagé avec vous, nous avons un certain nombre d'éléments à court, moyen terme qui, en réalité, nous permettent, dès le départ dans la réflexion projet, de savoir que, bon, voilà dans notre projet les impacts rapides, vérifiables, mesurables, mais aussi, voilà ce que nous voulons dans le long terme, donc le changement attendu. Nous sommes normalement sur l'avant-dernier slide. Est-ce que ici, ce tableau est... Je sais qu'il y a beaucoup de notions. Alors, je vais vous laisser peut-être vous exprimer là aussi. Alors, en même temps, peut-être avant de vous donner la parole, je vais terminer directement avec la dernière slide qui vous donne un exemple de ce que je viens de montrer très, très rapidement là. C'est
l'exemple d'une chaîne de résultats. Ici, voilà les intrants, les activités, les extrants, etc., comme je l'ai dit. Nous sommes dans l'exécution ici, nous sommes dans les effets ici, et nous sommes dans le résultat ici. Alors, quel est l'impact? Nous voulons que la mortalité des enfants de moins de 5 ans soit réduite. D'accord? Bon, c'était à l'époque des OMD, mais on est déjà aux ODD. Mais c'est un modèle. Pour réduire la mortalité, on a l'incidence de la diarrhée infantile. Quel est le niveau de connaissance des mamans alors, TRO, c'est la reproduction. Oh, j'ai oublié. Je vais vous retrouver ça. D'accord? J'avais déjà utilisé ça dans les autres formations, mais chaque fois, ça m'échappe. Donc, ici, on a la connaissance des mères sur les services de... Oh, bref, ça va me revenir. En fait, on est ici sur les maladies diarrhéiques, n'est-ce pas? Donc, la connaissance des mères sur ces questions-là est améliorée. C'est un effet intermédiaire. L'accès aux services de prise en charge s'est accru. C'est un effet initial. Maintenant, les extrants, ce qui vient de l'extérieur, c'est les campagnes médiatiques, c'est les professionnels de santé. Les activités, c'est la conception des campagnes médiatiques et c'est le matériel didactique. Et enfin, les intrants, c'est ce que l'association elle-même apporte, notamment en termes de formateurs, en termes de financement et en termes de fourniture. Bref, le mot là. Je vais retrouver ça. Excusez-moi, mais ça m'a échappé. Donc, à ce moment, on voit très bien les intrants dans la chaîne des résultats. Ce que les intrants entraînent comme résultat en termes d'activité, ce que les activités entraînent comme résultat en termes d'extrants, ces extrants, ce qu'ils apportent en termes d'effets, à la fois intermédiaire et initial, et ensuite les effets, ce qu'ils entraînent en tant qu'impact. Donc, on est passé de l'analyse de la chaîne des projets à l'analyse de la chaîne de résultats. Donc, vous voyez, quand on dit quel est le résultat de votre projet, voilà tout ce qu'on attend en réalité dans le résultat d'un projet. Voilà, nous sommes au thème de ce module qui a pour objectif, bien entendu, de nous parler de la généralité du cycle de vie du projet et le schéma de collecte des informations. Il est 21h30 à peu près. On vient de passer 1 heure, je crois, pratiquement. Donc, je vais prendre vos questions. Et alors, j'espère que c'est pas trop dosé, parce que souvent les précédentes formations, les gens nous ont dit, ah, vraiment ça là, on est monté d'un cran. Mais bon, on est rentré dans la théorie même. Voilà, dans la théorie même, quoi. Oui, c'est le cœur même, hein, c'est le cœur même de l'association. Voilà, c'est ça. Comme on a dit l'autre fois, il faut forcément, pas forcément un main, pour une association qui se veut vraiment solide et qui se veut vraiment une vision vraiment à long terme, il faut vraiment avoir un coordinateur de projet. Ouais. Parce que c'est Qui le cœur maîtrise même, tout ça. voilà. Il faut avoir l'idée déjà, mais l'idée là, il y a un programme qui est à l'intérieur, il y a l'objectif, tout ce qu'on veut atteindre, après on dégage un projet. Et là, il faut vraiment avoir un coordinateur de projet. C'est ça. C'est clair. C'est clair. Oui, Edmond? Bon,
Moi, je dirais que c'est vraiment, comme l'a dit mon frère prédécesseur, c'est le cœur même de l'association. Parce une association qui n'a pas de projet, qui n'a pas, c'est comme une association qui n'a pas de vision et qui ne pourra pas impacter. Donc, pour vraiment impacter, il faut avoir un projet et avoir la connaissance même des activités afin de pouvoir recenser les problèmes, afin de pouvoir avoir aussi des résultats et de pouvoir impacter. Donc, je pense que ça, c'est vraiment dosé et j'ai réussi quelque chose. Très bien, merci beaucoup. Émile? Bon, excusez-moi beaucoup, j'ai un petit dérangement. Ok, Il pleut excessivement chez nous, donc je ok, n'entends pas. Et c'est pour cela que je ne réagis plus. Je n'entends pas presque ce que vous dites. Je vois juste les images et je lis seulement, c'est tout. J'ai les ok. écouteurs, mais je n'entends pas correctement. Oui, tu es dans quelle ville? Je suis à Cotonou. À Cotonou. Il pleut à Cotonou actuellement? Oui, oui, à Révi, précisément, oui. Ah, tu es à Révier. Oui, oui, Quel quartier de Révier? à Kossavier. Non, non, je ne connais pas. Je À connais, Kossavier, c'est je Cotonou. connais, je connais Dosounou, etc. Ah, Ouais. ok. Ok, bon, il pleut. Bon, il paraît qu'il a plu hier nuit aussi. Oui, oui, ce matin aussi. Ok, bon, ben, c'est bien. Il faisait trop chaud à Cotonou. Bon, ok, d'accord. Alors, on va passer au module 5. Waouh. Elle est fatigué. Bon, lui, Allez. il est moins dense. C'est juste 6 slides. Lorsqu'on a vu tout ce qui est, voilà, projet, tout ce qu'on est, on va aller maintenant directement à la rédaction du projet. Donc, il faut dire que ça, c'était un résumé sur le cycle de vie du projet. Donc, on a déjà parlé de ça, on ne va pas revenir dessus. Voilà les différentes phases que je rappelle. Identification, définition, réalisation, phase de clôture. Dans cette phase ici, je veux bien revenir rapidement sur la question de la définition. Là, c'est quand vous voulez rédiger un projet, dans la phase de la définition, c'est là où maintenant on va mettre du contenu, on va structurer. Dans la phase de réalisation, c'est lorsqu'on exécute. Et dans la phase de clôture, c'est lorsque ce qui a été prévu, construction de ceci, voilà le changement attendu, c'est lorsqu'on peut prouver que ça a été fait. Donc, c'est la phase de clôture. Alors, ici, j'ai remis ici le cycle de vie d'un projet parce que c'est ça aussi qui vous permet la rédaction, en fait. D'accord? Quand je vais rédiger le projet, d'abord, première chose ici, je vais déterminer la problématique. Et donc, ça fait partie du canevas. Donc, problématique. Dans la problématique, on va voir quel est le problème qu'on a identifié. On va le décrire. Quels sont les documents qui ont parlé des problèmes? Quels sont les documents qui ont parlé des problèmes? Par exemple, on va dire, bon, selon la stratégie nationale de développement de la Côte d'Ivoire, 80% des jeunes du nord de la Côte d'Ivoire ont. Source, on met la source. On va décrire le projet. Donc, c'est ayant vu telle situation, l'association, gloire à Dieu, au regard de ces objectifs a décidé donc d'aider en faisant ci.
Donc, on va établir le but du projet, on va définir les objectifs, on va identifier les critères de succès, on va y mettre les hypothèses, les risques et les obstacles. Tous ces éléments vont se retrouver dans une idée de projet, dans une note de projet, plus ou moins en détail. Parce que ça dépend des canevas. Il y a certains qui veulent voir beaucoup la problématique, d'autres veulent voir les critères de succès. Bref, chaque bailleur va s'exprimer. Après la définition de l'ampleur du projet, on va aller vers le détail. Dans le détail, c'est là où on va parler des activités de projet. On va parler de la durée de ces activités. On va parler des ressources dont on a parlé. Et c'est déjà à ce niveau, donc, on a les canevas. Et le canevas permet de préparer la proposition de projet. L'appel à proposition. Pour les autres éléments, que ce soit le lancement du projet, c'est-à-dire les recrutements, etc., ça, c'est après. Mais ça fait partie toujours du cycle de vie d'un projet. Après, il faut suivre, contrôler, c'est naturel. Ensuite, il faut clôturer le projet. Donc, il y a un certain nombre d'éléments dans la clôture du projet. Mais moi, je voudrais surtout que vous notiez la partie rédaction du projet et son canevas. Alors là, on est toujours sur le cycle de vie. Nous allons maintenant suivre une vidéo rapidement qui présente la question de la rédaction de projet. Est-ce que vous avez le son tout à l'heure? Pas encore. OK. Je vais arrêter. Je vais repartager parce que je n'ai pas partagé le son tout à l'heure. En management, la littérature regorge de définitions, parfois même contradictoires. Essayons donc d'y voir un peu plus clair dans cette présentation. La première confusion est celle concernant le mot cycle. À la base, un cycle est une suite de phénomènes se renouvelant sans arrêt dans un ordre immuable. La fin d'un cycle correspond au début du prochain cycle. Mais le cycle a été linéarisé dans la notion de cycle de vie, avec un début et une fin sans retour. Regardons deux cycles de vie bien différents et l'analogie entre leurs phases. Une organisation et une personne. La création, c'est le démarrage des activités. La croissance, quant à elle, c'est l'accélération. Puis, on arrive en phase de maturité ou d'âge adulte, avec une vitesse de croisière. Et finalement, on arrive au déclin, avec la retraite, le troisième âge, et finalement, la disparition. Mais heureusement, il existe aussi des phases de revitalisation pour prolonger le cycle de vie. Mais dans tous ces cycles de vie, vous y trouverez une multitude de projets. Si nous examinons de plus près, par exemple, la phase de maturité, vous y trouvez plusieurs grands projets. Par exemple, la recherche d'emploi à la fin des études, le mariage avec sa cérémonie,
un projet de formation continue, un master sur 2 ans, puis l'âge avance avec un projet de retraite en Espagne, mais chaque projet a un cycle de vie, toujours avec les mêmes étapes, et un début et une fin. Ces projets, il y a une foule d'activités que vous faites régulièrement, parfois tous les jours, ou même toutes les heures, et toutes suivent le même cycle répétitif. 4 grandes étapes. Le cycle PDCA, selon Deming, en 1960, ce sont plan, il vaut mieux que nous planifions avant d'agir, do, nous faisons, nous exécutons ce qui est planifié, check, nous vérifions les résultats obtenus, act, nous corrigeons et nous améliorons avant de recommencer encore et encore. Son programme, c'est simplement un ensemble de projets visant un objectif commun et exécutés relativement en parallèle, souvent agrémentés d'ensembles d'activités. Bref, qui se ressemble, s'assemble. En résumé, nous avons des cycles de vie au programme qui sont des ensembles de projets avec une durée normalement définie et des leçons apprises pour que d'autres projets, d'autres cycles de vie, d'autres programmes puissent profiter de ce qui a été appris pendant le programme qui s'est terminé. Les livrables sont en général assez complexes. Le projet, lui, normalement est unique. Il a un produit unique. Il a une durée définie. Il utilise le même mécanisme de leçons apprises et il permet de se dérouler typiquement en 5 ou 7 phases. Quant à l'activité ou processus, hautement répétitif, avec une durée contrôlée, mais qui peut évoluer dans le temps, avec un apprentissage rapide et continu, et des livrables pratiquement toujours identiques. Son déroulement typique se fait en 4 phases. Par contre, ils ont un point commun. Tous visent des résultats. Sinon, il n'y a que du vent. À vous de jouer. Très bien. Merci beaucoup. Quelle est votre appréciation de cette vidéo que vous aurez, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, je crois que tout a été bien détaillé là. Hein. Bien détaillé même, et puis les points. Entre l'âge de la croissance jusqu'à l'âge de la maturité. Voilà. Le représentant cycle de projet a été bien détaillé. Le cœur même de cette vidéo-là, c'est de bien nous expliquer le cycle de vie de projet. Voilà. Et surtout le lien qu'il y a entre le cycle de vie de projet et le cycle de vie de l'association. De l'association, voilà. Voilà. C'est l'objectif de la vidéo. Voilà. Sans oublier aussi le programme. Voilà. C'est un ensemble de projets. OK. Moi, ce qui attire mon attention, c'est de travailler à pérenniser des projets en sorte d'avoir des activités afin que même quand on n'est plus là, l'ONG puisse continuer à vivre et à s'exporter dans le temps, à subvenir aux besoins et résoudre les problèmes qui se créeront au quotidien. C'est ça. C'est ça. C'est ça. OK. Autre élément? Si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Alors, je viens de me rendre compte que j'étais en train de mal compter l'heure. On a en fait bouclé les 2 heures. Hein, oui, tout à fait.
Donc, pendant la vidéo, je suis allé juste, et là, il y a mon frère qui me dit, mais attends, tu as déjà fait les 2 heures? Je dis, non, c'est 1 heure. En fait, j'ai mes montres et l'ordinateur qui est calé sur l'heure du Bénin. Ah, ok. Et donc, je me perds un tout petit peu. Moi, je me suis dit que c'est l'heure qu'on avait perdu, les nuits qu'on avait perdu. Non, non, c'est franchement, je ne... Voilà, les médicaments... Moi, je voulais revenir sur un point Oui. que vous avez expliqué ou du mal à donner tous les éléments tout à l'heure. Je crois que c'était le mot que vous cherchez tantôt. Pierrot. Et vous dites que d'ici la fin, vous allez nous l'exposer. Oui, oui, je vais vous revenir dessus. Il me faut rechecker dans mes notes. D'accord. Je vais revenir dans le groupe dessus. D'accord, ok, ça va. D'accord. Bon, demain, on va se voir. Et le volet rédaction de projet, on va aborder ça. Il ne faut pas mélanger les choses, ça va vous fatiguer. Et on a fait déjà le temps. Donc, demain, on va parler de la rédaction de projet un tout petit peu. Et on va passer au module 7, non, au module 6. Module 6. Voilà, on va parler au module 6. Et le module 6, lui, il est sur la mobilisation des ressources. Comment trouver les sous, ses premiers partenaires, etc. Voilà. Donc, petit à petit, on est en train d'avancer. Donc, demain, on va on va finir le module 5 là et aborder le module 6. Donc, côté rédaction de projet, il n'y aura pas de PowerPoint. Donc, ça va être le partage. Donc, reposez-vous et que vous puissiez prendre note du partage. Voilà. Je vais souhaiter à tout le monde une bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que Jean-Louis aura le temps de suivre la vidéo avant la session de demain. Moi, je vais vous souhaiter bon établissement aussi. Ouais, surtout, il faut que je dorme un peu tôt ce soir. En forme demain. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Là, je sais que j'ai pris des médicaments qui m'ont redonné un peu d'énergie. Puis j'ai bu du coca aussi. Donc, du coup, ça me permet de tenir. Mais je vais essayer de dormir. Mais déjà, demain à 10 heures, j'ai la même formation en présentiel. Ce que je suis en train de faire depuis mardi, là, je vais le faire samedi et dimanche ici en présentiel. Il y a une organisation qui m'a sollicité. Donc, ils ont bloqué pour 15 personnes. Donc, on le fait directement en présentiel. Donc, sur 2 jours. Donc, ça va être bon. On est dans le sens du partage. Voilà. Merci. OK, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.